Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc pour notre interview, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marie Morcel. Donc Morcel est présidente de l'association Réseau. Donc elle va nous faire découvrir qu'est-ce que Réseau et qu'est-ce qu'elle apporte à ses adhérents et comment elle travaille. Merci beaucoup Marie Morcel d'être avec nous aujourd'hui. Je vous laisse vous présenter en quelques mots. Bonjour Marie, merci pour l'invitation. Alors je vais juste reprendre un tout petit peu, je vais me permettre par rapport au poste. Je ne suis pas présidente mais directrice générale. Directrice. J'ai un président et donc je suis directrice générale de Réseau France, qui est un collectif qui a pour ambition de proposer des solutions à nos adhérents, solutions plutôt à thématique RH, avec tout un panel d'outils que l'on va proposer et donc qui se décline en partant d'un groupement d'employeurs. Donc, je vous expliquerai peut-être ce que c'est parce que c'est encore des méthodes de travail qui peuvent paraître innovantes. Donc, un groupement d'employeurs, on a une autre structure qui s'appelle Réseau Service qui a vocation à accompagner les professionnels sur la paye et sur la gestion et les audits RH et le juridique également. Et puis réseau formation et réseau intérim. Donc D'accord. tout un panel de services pour des professionnels de l'hôtellerie-restauration. D'accord. Donc vos services sont vraiment dédiés à l'hôtellerie-restauration et vous existez depuis combien de temps? On existe depuis 2003. Alors on est né à Nantes puisque nos bureaux le siège est à Nantes. Donc on existe depuis 2003. Et la particularité de notre organisation, c'est qu'on est un modèle associatif. Donc, toutes les entreprises avec lesquelles on travaille, qui sont issues du secteur de l'hôtellerie-restauration, et puis je dirais plus largement du tourisme, et puis de tous les secteurs d'activité qui auront à un moment besoin de compétences opérationnelles qu'on pourrait associer à l'hôtellerie-restauration. Donc, on a des professionnels adhérents. On est aujourd'hui à peu près plus de 900 entreprises adhérentes qui sont sur le bassin nantais, évidemment, puisqu'on est là. Et puis après, on rayonne sur tout le Grand Ouest et sur les grandes métropoles, donc Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille et Toulouse notamment. D'accord. Et qui sont vos clients chez Réseau? Donc nos clients sont nos adhérents, donc comme je le dis, comme on est une association. Et c'est vraiment toutes les entreprises qui pourraient avoir des besoins et des problématiques liées aux ressources humaines et donc à la gestion de leurs ressources. Donc ça va aller du restaurant traditionnel en passant par la restauration collective, à l'hôtellerie, hôtellerie bureau ou hôtellerie restauration. On a également des EHPAD, surtout de la partie cuisine et puis salle. On peut avoir des campings, on peut avoir des villes aussi, puisqu'on travaille avec certaines communes, certaines villes comme Nantes, sur des programmes touristiques. Donc nos adhérents sont vraiment à l'image du tissu économique du lié au tourisme, hein, très très vaste, et ce qui fait aussi la richesse justement de notre organisation. D'accord. Et comment ça fonctionne? Parce que c'est vrai que un réseau d'entreprises, c'est quelque chose qui n'est pas forcément courant pour la plupart même des entreprises dans le milieu de la restauration et de l'hôtellerie. On n'a pas forcément dans l'idée d'aller rechercher ce genre d'association pour pouvoir avoir une aide sur toute cette partie accompagnement RH et solutions RH. Comment ça se passe concrètement? Alors, forcément, comme on est associatif, il y a une adhésion. Et l'idée, c'est vraiment de structurer les besoins de nos professionnels et des entreprises pour voir s'il peut y avoir des besoins complémentaires. Donc, on fait ce que l'on appelle de la mutualisation de compétences. Alors, si on veut parler peut-être plus simplement, c'est de dire on a des adhérents et des entreprises, des restaurants par exemple, qui peuvent avoir des besoins sur un service du midi parce que ils ont une activité qui est plus importante sur le service du midi, donc ils auraient besoin d'un serveur le midi. C'est vrai que au vu des difficultés de recrutement, de recruter un temps partiel, c'est compliqué, et surtout de le maintenir dans l'entreprise. Donc l'idée, c'est que ce temps partiel, il soit porté
par le groupement d'employeurs et nous, on va essayer de trouver une entreprise qui aura un besoin complémentaire. L'idée, évidemment, vous l'imaginez bien, c'est de proposer à ce salarié pas un CDI avec un temps partiel, pas deux CDI avec un temps partiel, mais un CDI temps complet. Ce qui permet au salarié, lui, d'avoir un seul interlocuteur, ses réseaux. Et puis, nous, on va gérer la relation de travail avec les deux entreprises où il peut être mis à disposition. D'accord. Donc, les personnes que vous recrutez sont vos salariés et non pas les salariés des entreprises adhérentes. Tout à fait, c'est bien la particularité. Donc, on est sur une relation un petit peu qu'on appelle tripartite, où on a nous, réseau en tant qu'employeur, et puis après, on va avoir le salarié et l'entreprise où ce salarié est mis à disposition, ou ces entreprises, puisque évidemment, en général, il n'est pas mis à disposition dans une seule entreprise, mais dans plusieurs entreprises. Et il peut y avoir combien d'entreprises comme ça pour un salarié en règle générale? Alors, ça peut être quand même divers et varié parce que en général, on va être la moyenne, on serait entre 5 et 10. Alors, 5 et 10, je vous le dis, sur un temps, les 10, ce serait sur un temps un petit peu plus long, qui peuvent être l'année. Mais autrement, sur une semaine maximum, ce sera une entreprise différente chaque jour. On peut prendre l'exemple pour un hôtel d'un agent de maintenance. Souvent, les hôtels, quand on est sur des petites structures, ils ont des réparations à faire, mais ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un agent de maintenance à temps plein dans leur organisation. Donc, ils font appel au groupement. Et donc, on a, nous, un agent de maintenance qui intervient une journée par semaine dans une entreprise. Et quand on est sur un hôtel un peu plus petit, il peut intervenir une fois tous les 15 jours. Donc, il a comme ça une récurrence. Donc, il a un planning pour le salarié. Il sait exactement où il va intervenir, mais il intervient en fonction du besoin de l'entreprise adhérente. D'accord. Et quel type de salariés travaille pour vous au sein de Réseau? Alors, majoritairement, quand même, on est sur des postes très opérationnels. Quand je dis opérationnel, ça va être des serveurs, ça va être des cuisiniers, des femmes de chambre en hébergement. Et puis, donc ça, c'est quand même la grande majorité des salariés qui travaillent avec nous et qui sont salariés avec Réseau. Et puis après, on va avoir d'autres profils que nous, on détermine en fonction support. Donc ça peut être, par exemple, des community managers. Aujourd'hui, on sait que c'est primordial de communiquer avec ses clients et d'être sur le net et sur les réseaux sociaux. Donc, on a comme ça des community managers qui vont intervenir à temps partiel et de façon parcellaire pour différents établissements. En fait, quand on commence à mettre le doigt dans l'engrenage de la mutualisation et du temps partagé, tout poste peut être à temps partagé. Dans d'autres secteurs d'activité, ça se fait très bien. On peut retrouver des responsables administratifs et financiers à temps partagé, des DRH à temps partagé. Vraiment, toute compétence peut se partager. Et c'est ce qui est hyper intéressant parce qu'en fait, dans l'idée, c'est de se dire aujourd'hui, une petite entreprise pourrait se passer de compétences parce qu'elle se dit, bah non, je suis trop petite, ça n'aurait pas de sens que un responsable administratif et financier, un RAF, intervienne chez moi. J'ai pas la matière. En fait, c'est pas vrai. C'est juste le temps de travail qui doit être peut-être plus court parce que forcément, ça ne nécessite pas un temps plein, forcément, mais ça peut nécessiter une intervention d'une journée tous les 15 jours, une journée par mois. Et au moins, l'entreprise a une expertise qu'elle n'aurait pas autrement. C'est vraiment la mutualisation qui permet l'accès à cette expertise. Et c'est ça qui est passionnant. Oui, bien sûr. Et est-ce que les petites structures viennent facilement arrivent facilement à rentrer dans ce système et à se dire oui, ça peut tout à fait me convenir et m'apporter, en tout cas, dans ce que vous disiez juste alors, des compétences supplémentaires que je n'ai pas au sein de l'entreprise. Euh, vous me connaîtriez si c'était le cas. Non, alors, en étant honnête, non, forcément, au départ, le premier axe, et quand ils viennent nous voir, c'est j'ai besoin de personnel. Donc, vraiment, on est sur un besoin immédiat. On n'est absolument pas sur la réflexion de la mutualisation des compétences. C'est vraiment
j'ai besoin, quel que soit le type de contrat, hein, j'ai besoin d'un extra, je recherche un CDI et je ne trouve pas. Et en fait, c'est après, parce que d'une, il y a une méconnaissance de ce modèle d'organisation. Et puis, il y a un besoin premier qui est de faire en sorte que le service du midi se passe bien, enfin, et que l'activité du restaurant ou de l'hôtel se passe bien. Et après, on commence à parler et à présenter toutes les facettes, on va dire, du groupement d'employeurs et de la mutualisation de compétences. Mais au départ, quand on fait appel à nous, c'est souvent pour un besoin urgent et pour un besoin vraiment très précis. Et qu'est-ce qui va vous différencier vraiment, par exemple, de l'agence d'intérim? Parce qu'on pourrait se dire, voilà, vous faites à peu près le service que pourrait apporter une agence d'intérim. Alors, pour moi, la grande différence et qui est majeure, hein, c'est que donc je suis directrice générale, mais j'ai un conseil d'administration. Et mon conseil d'administration, ce sont des utilisateurs du groupement. Donc, clairement, l'organisation est née parce qu'il y avait un besoin des professionnels. Et c'est ces professionnels qui nourrissent l'organisation. C'est un petit cercle fermé qui s'agrandit à chaque fois qu'il y a un nouvel adhérent. Donc la finalité en fait première du groupement n'est pas, alors sans dénigrer les agences d'intérim, hein, mais n'est pas de rémunérer des financiers, c'est vraiment de servir une profession, de servir des professionnels et des adhérents à ce système pour trouver des solutions un peu ensemble. Donc la première grande différence, elle est là. Après, notre travail, au départ, comme l'intérim, je vais devoir chercher des compétences, je vais devoir recruter, je vais devoir les happer, puis les fidéliser. Enfin, il y a des fonctions qui sont similaires. Mais vraiment, la grande différence, c'est le but de l'organisation, c'est à quoi on sert. Très bien. Alors, comment faites-vous, surtout actuellement, pour trouver des talents, pour trouver des compétences sur ce marché qui est très tendu et où tout le monde a du mal à recruter du personnel? Comment faites-vous? Alors, on est évidemment confronté aux mêmes difficultés, hein. Enfin, on a beau être une organisation assez importante, on a des difficultés aussi, comme tout professionnel, à recruter. Après, la différence, je pense, c'est d'une, quand un candidat vient nous voir, et il ne sait pas en fait au départ pour qui il va travailler. Il vient nous voir parce qu'il cherche un emploi et il cherche un emploi en hôtellerie-restauration. Et c'est l'échange que l'on va avoir avec le candidat qui va commencer, nous, à nous aiguiller sur ce que recherche le candidat et on va essayer de mettre en adéquation, on connaît bien nos adhérents, les entreprises adhérentes avec les recherches des candidats et on va essayer de faire ce qu'on va dire un matching entre les deux et une mise en relation pour faire en sorte que la relation de travail se passe au mieux. Et au-delà des compétences, il y a quand même l'environnement et la recherche des uns et des autres. Un candidat, pour moi, ça c'est une évidence. Il peut être très mauvais dans un établissement et très bon dans un autre. Au-delà des compétences et du savoir-faire, c'est l'environnement qui va le nourrir, c'est la typologie d'entreprise. Il y a des serveurs qui ne seront pas bons pour travailler dans une brasserie parce que ce sera trop rapide, ce n'est pas le service qui leur correspond. Alors qu'à l'inverse, d'autres professionnels seront très bons là-dedans parce qu'ils aiment ce côté un peu speed du service. Donc c'est de comprendre aussi cela pour que le salarié, au-delà évidemment de d'avoir besoin financièrement de trouver un poste, hein, ne se jette pas dans la première entreprise juste parce qu'on lui propose un contrat ou parce que celui-ci est un peu mieux disant que ce que pourrait lui proposer un autre confrère. C'est de D'accord. s'arrêter quand même sur euh, qu'est-ce que je recherche réellement, qu'est-ce qui me fait vibrer quand je vais au travail au-delà d'aimer notre métier, d'aimer notre profession, qu'est-ce qui va faire qu'il reste avec nous, enfin, il pourrait rester avec nous ou pas, quoi.
Et ça, c'est un vrai plus dans la mesure où vous allez regarder un petit peu ce que recherche le salarié, quels sont ses besoins, et vous allez faire ce matching avec vos entreprises. Alors que souvent, c'est l'inverse qui se passe, c'est j'arrive dans une entreprise, je ne sais pas exactement si je vais m'y sentir bien, puisque je ne peux pas le savoir à l'avance, et, et on verra si ça marche, si ça fonctionne. Et c'est en ça que c'est très intéressant ce fonctionnement-là. Oui, enfin, à mon sens, c'est notre force. Et c'est vrai que, alors, on va parler de la période avant Covid, et puis il y a la période post-Covid, hein. Mais c'est vrai qu'avant Covid, une entreprise pouvait tendance à se dire, bon, deux profils, c'est la même chose, j'ai deux serveurs, euh, ils ont compétences égales, c'est la même chose. C'est un serveur. Non, en fait, forcément, il y a des spécificités individuelles qui font que cette personne se sentira mieux dans votre entreprise que l'autre. Et nous, on s'attarde à cela parce qu'on sait très bien que et la pandémie nous a certifié, enfin nous a confirmé dans nos pressentiments, c'est qu'un salarié, s'il n'est pas bien dans son entreprise dans laquelle il travaille, il en fait une, il en fait deux, après il part dans un autre secteur d'activité. Et il y a plein de secteurs d'activité qui envient nos compétences. Un cuisinier, s'il va dans l'hôtellerie, dans la grande distribution, souvent il sera accueilli les bras ouverts. Parce qu'on vraiment, nos métiers dégagent plein de valeurs de travail, de valeurs d'engagement, de passion. Et c'est des valeurs que nous envient d'autres secteurs d'activité. Et on le voit bien aujourd'hui. Maintenant que des personnes sont parties dans ces secteurs-là, il va falloir qu'on trouve des solutions pour qu'ils reviennent chez nous et qu'on leur donne envie de revenir chez nous. Et quelles sont les solutions que vous apportez euh, par rapport à ces difficultés au-delà du salaire? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde les différentes annonces qu'on peut trouver lorsqu'on cherche un poste ou un salarié, un profil en tout cas, euh, on ne met pas en avant l'entreprise, par exemple, on ne met pas trop en avant ce qu'on a proposé au-delà du salaire. Comment faites-vous vous pour aller pour inciter en tout cas les nouveaux profils à venir chez vous et, euh, et à travailler Alors, avec vous? c'est un vrai sujet et c'est un vrai sujet qu'on n'a pas terminé de travailler, hein, soyons clairs. C'est vrai que les syndicats professionnels ont vraiment œuvré pour revaloriser et revoir la grille de rémunération et c'est un premier pas. Et je pense que sincèrement, il était nécessaire et il a le mérite d'exister. Maintenant, il y a des vraies réflexions sur les envies justement des salariés parce que la pandémie a fait mettre un peu plus en exergue toutes les contraintes que pouvaient avoir nos salariés sans parfois des contreparties et notamment contreparties financières ou en temps, ce qu'ils peuvent avoir dans d'autres secteurs d'activité parce qu'on n'est pas le seul secteur d'activité à travailler le soir, à travailler le week-end. Il y en a plein. Sauf qu'en général, dans ces secteurs d'activité, il y a une contrepartie. Nous, il n'y a pas de contrepartie. Vous travaillez le soir, pas de rémunération différente. Vous travaillez le samedi, pas de rémunération différente. Le dimanche, pareil. En fait, du lundi au dimanche, les jours sont les mêmes et de minuit à 11 heures, on va dire. Et on fait pendant 24 heures, vous pouvez travailler 24 heures. Il n'y a pas de différence. Donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on revoie et qu'on valorise un petit peu les contraintes. Euh, Par rapport à l'organisation du groupement d'employeurs et de la mutualisation, nous, on ne pourra pas s'exonérer, par exemple, de la coupure. Il y a beaucoup d'établissements, et notamment de grandes structures, qui ont réussi à faire en sorte que les salariés travaillent en continu, ce qui est vraiment un plus pour les salariés. C'est vrai que nous, au vu de notre organisation et de la taille des entreprises, ça paraît compliqué que tous nos salariés travaillent en continu. Donc on réfléchit à se dire est-ce qu'à un moment on ne doit pas valoriser la contrainte qui est la coupure. Et moi je trouve ça assez cohérent
que le salarié qui travaille en coupure par rapport à un salarié qui travaille en continu ait une rémunération différente parce qu'il a une contrainte supplémentaire. Et c'est de valoriser, en fait, c'est de se dire, oui, il y a des contraintes de travailler le dimanche. Ça peut être une contrainte. Si c'est une contrainte, est-ce qu'à un moment, on ne doit pas revaloriser ces contraintes? Et puis, enfin, vraiment, alors là, je vous parle de réseau, et c'est vrai que chez nos adhérents, il y a des vraies réflexions sur les jours d'ouverture. Aujourd'hui, il y a des restaurants qui décident de fermer le dimanche pour valider et pour garder, entre guillemets, leurs équipes. Parce qu'ils savent que s'ils ouvrent le dimanche, ils ont un risque de perdre des collaborateurs. Et aujourd'hui, quel est le plus gros risque? Est-ce qu'il faut à tout prix aller chercher du développement de chiffre d'affaires au risque et au détriment des salariés ou des collaborateurs? La question se pose. Ce qui était certainement pas le cas avant, maintenant la question elle se pose. Et c'est très bien. Complètement. Donc là, les cartes sont redéfinies, le jeu n'est plus le même. Les salariés sont bien plus mis en avant et ont bien plus de considération avec cette pandémie. Donc on va dire que c'est un mal pour un bien, d'une certaine manière. Et en même temps, euh, la question que je me pose, c'est petite structure. Est-ce qu'une petite structure a les moyens vraiment de valoriser, d'augmenter des salaires correctement en fonction des contraintes dans ce secteur? Peut-être pas. Et en fait, je ne crois pas que tout passe par l'argent. Autrement, ça se saurait. Et puis, je pense sincèrement qu'on reste des métiers que l'on aime pratiquer, que l'on aime faire. Et la reconnaissance, le sens au travail, on parle beaucoup de RSE, et nous aussi, on a engagé des choses sur cette thématique. La valorisation ne passe pas que par le salaire. C'est des pistes, mais sincèrement, une petite entreprise, si elle fait en sorte de créer du lien avec ses salariés et de les impliquer dans l'entreprise, et, et un salarié, il peut comprendre que, oui, financièrement, et le chef d'entreprise ne peut pas, il n'a pas les possibilités de valoriser, comme là on dit, de valoriser la coupure, parce que financièrement, c'est un peu juste. Mais de le dire, de l'expliquer, et de rentrer dans une discussion et dans un dialogue, forcément, ça donne aussi de la considération aux salariés. Et il dit oui, d'accord, et moi je participe, en fait c'est le côté je participe à une aventure. Je ne suis pas juste là en tant qu'observateur, et puis à devoir, si je veux être très réducteur, à préparer juste un plat. C'est pas ça. Mon travail a du sens pour faire vivre l'entreprise, et c'est ça, à mon sens, on doit partager. Souvent, le chef d'entreprise le vit un peu comme une aventure seule. Et aujourd'hui, c'est vraiment le moment de partager dans le bon sens du terme. Et les salariés ont aussi envie de ça. Peut-être pas tous, hein, mais en tout cas, une grande majorité a envie de ça. Bien sûr. Et du coup, est-ce que vous faites un travail également avec vos adhérents sur ces problématiques RH? Est-ce que vous faites de la formation, par exemple, sur ces thématiques pour les aider à mieux entrevoir les besoins de leurs futurs collaborateurs, de mieux entrevoir ces changements du secteur et essayer de trouver des solutions par rapport à toutes ces problématiques? Alors, on le fait, je pense qu'on pourrait encore faire beaucoup plus. Évidemment, on le fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on intervient, en fait, le fait de faire intervenir un troisième interlocuteur, puisque je vous parlais de triangulaire tout à l'heure et de tripartite, ça a cet intérêt-là, c'est que entre deux discussions, entre un salarié et une entreprise, systématiquement, on va essayer de faire comprendre aux salariés que il n'y a pas qu'une vérité, en fait. Oui. Il est important de se mettre à la place de l'autre et de comprendre le positionnement de l'autre. En tout cas, d'essayer. Déjà, si on essaye et si on a cette démarche-là, c'est plutôt constructif. Donc, on fait aussi évidemment des accompagnements RH, et puis il y a pas mal sur la totalité du territoire des programmes qui ont été lancés par les acteurs, aussi bien l'État, les régions,
Et puis, alors, avec les OPCO, donc, pour nous, c'est Acto. Il y a des dispositifs comme ça d'aide qu'on appelle PCRH pour permettre d'accompagner les entreprises et qu'elles soient accompagnées de façon gracieuse et non payante pour commencer à travailler sur les problématiques RH qu'elles pourraient avoir et travailler aussi sur l'organisation, enfin, se poser des questions, déjà s'interroger et c'est déjà un premier début. Bien sûr. Et quel est le moral de vos adhérents aujourd'hui face à cette situation de difficulté à trouver des salariés? Est-ce qu'ils sont confiants en l'avenir? Est-ce qu'ils se disent il y a vraiment des solutions qu'on peut mettre en place pour attirer des nouveaux profils, redonner envie à des candidats de venir à la fois se former dans ce secteur? Comment est leur morale aujourd'hui? Alors, il y a deux choses, honnêtement, et notamment, je repense à cet été enfin l'été dernier, pardon, où on avait encore très fortement, on était impacté par la pandémie et on avait beaucoup de difficultés puisqu'on avait eu un goulot d'étranglement où tout le monde a cherché des professionnels et a cherché des compétences au même moment. Et c'est là où on s'est rendu compte, fin juin, mi-juin, qu'il y en avait une grande partie qui était partie. Je trouvais qu'il y avait une grande résilience en fait des professionnels à se dire bon, on va trouver des solutions en fait, d'accepter de la situation, d'essayer de la comprendre et de se dire bon bah voilà, maintenant c'est comme ça, bah, qu'est-ce qu'on va faire. Et c'est vrai que quand vous disiez tout à l'heure que la pandémie bah, c'était un bien ou un mal par rapport à cette réflexion sur le personnel. En tout cas, ça a mis en exergue toutes les difficultés que connaissait déjà notre profession, sauf que là, ça a été fois 10, fois 100. Donc, bon, ben, on se prend ça en pleine figure, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on baisse pas les bras, on réfléchit, puis on va essayer de trouver des solutions et de construire les choses. Après, ben, ça met un peu de temps quand même. Et ce qui est comment plus délicat, c'est que pour pouvoir capitaliser et réfléchir même sur des politiques salariales, il faut avoir confiance en l'avenir. C'est souvent ça en tant que chef d'entreprise, bah, vous devez voir loin et puis vous dire bah, être optimiste pour l'avenir. La pandémie, là on devrait en sortir. Maintenant il y a la guerre des événements et la guerre en Ukraine, donc qui ne sont pas rassurants économiquement pour pouvoir se projeter. Donc on est un peu toujours entre ces deux eaux. Mais en tout cas, concernant les salariés et c'est cette envie de trouver des solutions, c'est clair, tous les professionnels ont cette envie-là et savent que les cartes sont dans leurs mains et qu'ils ont des choses à faire et ils sont prêts à les faire avec les moyens qu'ils auront, mais en tout cas, ils sont prêts à les faire. Je trouve que c'est plutôt, enfin, vraiment une bonne chose. Oui. Donc il y a un vrai état d'esprit positif face à tout ça, une vraie résilience, bah, de se dire on va pas comment dire, se laisser aller, on va pas se laisser abattre par rapport à toutes ces difficultés. Et c'est vrai que les 2 dernières années qui viennent de passer ont été très difficiles pour le secteur. Euh, on a aujourd'hui, oui, cette problématique de guerre qui ne va pas faciliter la vie des restaurateurs avec la flambée des prix, des matières premières. Donc, comment vous voyez ça, vous, en termes de solutions, ne serait-ce que de positionnement par rapport à l'écosystème, en fin de compte, aujourd'hui, entre tous les acteurs du secteur et les nouveaux venus euh, voilà, qui viennent s'installer, comment vous voyez tout ça quelles sont les solutions concrètes qu'ils peuvent mettre en place, en tout cas pour tenir bon euh, face à cette multitude de difficultés? Pour moi, c'est d'abord la méthode des petits pas. C'est une chose à la fois, quelque part, et une difficulté à la fois. C'est vrai que si on regarde un mur et qu'on voit qu'il y a 24 étages à gravir, on se dit, bon, c'est bon, je reviendrai demain et vous ne revenez pas. Donc, c'est le premier étage de le gravir et puis d'y aller comme ça progressivement. Et puis,
c'est d'être en capacité de pouvoir faire un audit, et donc quand on reparle des salariés, sur qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, quelles sont mes marges de manœuvre. Et là, ils doivent pouvoir travailler et compter sur leurs partenaires, sur leurs experts comptables, sur leur service social, sur réseau, pour réfléchir et alimenter en fait la réflexion, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que je peux faire, et interroger aussi les salariés, parce que la réponse, elle peut aussi venir d'eux. Dire, quels sont tes besoins, quelles sont tes demandes. Et moi, si chacun fait un pas vers l'autre, on commence à travailler ensemble. Vous voyez, on ne va pas révolutionner les choses en 2 mois, mais il faut commencer vraiment à faire un pas l'un vers l'autre. Et puis communiquer aussi. Nous, c'est vrai qu'on a lancé une réflexion sur la thématique de la RSE, parce que aujourd'hui, quand on parle de RSE, souvent en hôtellerie-restauration, on parle environnement, on parle écologie, et on parle tri des déchets, mais on ne parle pas du tout sur le volet social. En fait, le social est un peu oublié de cette thématique RSE. Or, c'est vraiment la responsabilité sociétale de l'entreprise, et dans la société, évidemment, il y a des individus, il y a des hommes. Et donc, nous, ça nous intéressait de reprendre cette base RSE et de la retravailler avec le prisme de la RH et de l'humain, et de commencer à réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire concrètement dans cette méthode des petits pas, pour faire en sorte que les conditions de nos salariés soient meilleures, pour peut-être recruter à côté de chez nous, former, que la formation fait partie du dispositif. Enfin, se poser des questions, sincèrement se poser des questions. D'accord. Là, vous parlez de formation. Comment ça se passe chez vous? Est-ce que vous faites du développement des compétences de vos salariés? Comment vous faites, en tout cas, pour arriver on va dire, à les situer sur une année donnée, vu qu'ils nous ont plusieurs, ils vont travailler dans des établissements complètement différents. Comment ça se passe? Alors systématiquement, tous les ans, il y a des entretiens annuels, donc, qui permettent quand même de faire le point sur les compétences, et on va interroger les entreprises dans lesquelles les salariés sont intervenus, pour faire un état des lieux, voir avec eux quelles sont les compétences qui sont clairement acquises, et quelles sont les compétences qui mériteraient soit d'être approfondies, ou vers lesquelles ils souhaiteraient voir les salariés se développer pour des projets de demain. Donc forcément, l'entretien annuel permet de faire un petit peu cette cartographie, de se poser les choses et de se dire, bon, ok, voilà ce que tu maîtrises, on pourrait aller vers telle formation. Alors souvent, les salariés dans notre profession ne sont pas des pros, ils ne sont pas très proactifs sur la formation. Ils ne le voient pas. Bizarrement, ils ne le voient pas comme une promotion ou comme quelque chose en plus. Ça n'a pas été suffisamment, je pense, valorisé comme, même si on est sur le même poste, de continuer à apprendre de nouvelles choses, c'est enrichissant, puis ça permettra de faire autre chose différemment, enfin de s'interroger. Je pense qu'on a aussi un travail à faire sur la valorisation de la formation. Donc, par contre, évidemment, comme toute entreprise, on fait des plans de formation pour programmer et prévenir suffisamment en amont les entreprises adhérentes, de dire tel salarié ne sera pas présent tel jour, donc on va vous prévoir quelqu'un pour le remplacer, pour que la première personne puisse partir en formation. Bien sûr. Et pour en revenir encore sur la formation, et est-ce que vous pensez que la formation initiale aujourd'hui, elle est adaptée aux besoins de l'entreprise? Est-ce que les jeunes qu'on forme aujourd'hui, qui sortent de l'école, sont tout à fait capables, en tout cas, de travailler avec ce qu'on leur a, les bagages qu'on va leur donner tout au long de leur formation? Malheureusement, non. Sincèrement, non. Je pense qu'il y a un fort décalage. Alors, pour connaître des centres de formation, il y a vraiment eu des évolutions sur la méthode pédagogique, et je pense qu'il y a un travail qui est fait par l'Éducation nationale, mais il reste encore pas mal de choses à faire. Il y a
l'évolution, en fait, il y a un décalage entre le temps d'évolution des centres, pas des centres de formation, mais de la formation initiale et donc de l'éducation nationale, et les changements immédiats, entre guillemets, que doivent faire l'entreprise. Le monde de l'entreprise évolue plus vite que le monde de l'éducation nationale. Donc plus ça va, et plus le fossé s'agrandit. Donc forcément, il serait bon de revoir un petit peu ces méthodes pédagogiques, quoi. Et est-ce que vous avez des exemples concrets de manque, par exemple, pour un jeune qui sort de l'école aujourd'hui, qui va se retrouver dans un milieu professionnel? Qu'est-ce qui leur manque par rapport à la formation qu'on leur délivre? Ben, souvent, la formation qu'on délivre est la formation de l'excellence. Donc, avec un service vraiment soigné et avec une formation, enfin, un service au guéridon, enfin, des pratiques qui se fait vraiment dans juste un tiers, on va dire, même pas, des entreprises de notre secteur. C'est vrai qu'il devrait y avoir, à mon sens, un tronc commun. Et la formation de base et cette formation de qualité, elle est hyper importante. Et puis après, peut-être en fonction aussi des appétences des différents jeunes et des différentes personnes, aller soit vers une filière un peu haut de gamme, et puis d'autres un peu plus où la rapidité va être de mise. Parce que quand vous avez un jeune qui sort juste de l'école, on lui demande d'être rapide, il ne sait pas faire. Il ne sait pas gérer un rang de façon rapide et efficace. Alors, il y a un temps d'apprentissage. Mais quand même, lui, on ne lui a jamais appris à être rapide. On lui a appris à bien faire. Bien sûr. Et Mais le décalage est énorme quand même. bien sûr, et parce que moi je vois cette évolution par rapport à la place du snacking aujourd'hui, à la restauration rapide qui est venue Complètement. vraiment s'étendre et prendre des parts de marché sur la restauration traditionnelle. En termes de formation, vous n'avez pas de formation pour travailler dans ces établissements, pour pouvoir vous adapter rapidement dans ces établissements. Et pourtant, nous allons avoir des jeunes qui vont se retrouver en apprentissage dans ces établissements. Donc, il va y avoir bien sûr ce décalage par rapport à la réalité du marché actuel. Vous avez raison. En fait, on a une partie de la typologie des entreprises qui est représentée dans les formations dites initiales. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la diversité des établissements est énorme. Et évidemment, elle n'est pas représentée dans cette formation initiale. Présentée et valorisée aussi. Parce que je pense qu'il y a aussi une histoire de valorisation, d'être cuisinier. Enfin, souvent, on faisait l'opposition, par exemple, de la restauration collective et de la restauration traditionnelle. Aujourd'hui, il y a de très très beaux restaurants de restauration collective. Il ne faut pas opposer en fait les types de restauration. C'est des types de restauration qui correspondent à un public, à un profil, et sur lequel chacun peut se réaliser. Mais on a eu toujours un peu tendance à mettre en opposition des types de restauration, alors que non, c'est de la diversité, c'est un peu la richesse de notre secteur. Bien sûr. Et en termes de, que pensez-vous de, on va dire, de terminologie et de noms qu'on attribue, donc cuistot, cuisinier, serveur? Est-ce que vous pensez que ça n'a pas besoin d'avoir un petit coup de frais, en tout cas en termes de valorisation euh, de ces personnes? On entend porteur d'assiette. On a l'impression que voilà, le serveur, ce n'est en cela son rôle d'apporter une assiette d'un point A à un point B, alors que c'est un métier fantastique, le service. Il se passe tellement de choses lors d'un service, les échanges qu'on peut avoir, ce qu'on peut comprendre sur même la sociologie, comment se comporte un client et comment on va pouvoir se positionner face à ce client-là. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a peut-être aussi quelque chose à faire à ce niveau-là, d'appeler ou de nommer les gens autrement que de la façon dont on les nomme aujourd'hui? Alors, vous avez raison et ça me fait sourire parce que souvent je fais le parallèle avec les stewards.
ou les hôtesses de l'air. Parce que quand vous êtes enfant, l'hôtesse de l'air, et vous n'avez jamais pris l'avion, l'hôtesse de l'air, vous vous dites, mais c'est un métier mais merveilleux. Vous êtes dans l'avion, mais bon, il y a le côté voyage, mais on en oublie l'essence même de ce que c'est une hôtesse de l'air ou un steward. C'est au départ, il fait du service dans un avion. Donc il y a cette notion quand même, alors c'est pas la totalité de son emploi, mais comme nous pour un serveur. Et, et c'est vrai que on n'a pas mis de rêve en fait dans la terminologie du poste de serveur parce que et aujourd'hui on le réduit au porteur d'assiette alors qu'il y a une grande notion commerciale. Quand vous entendez et les restaurants gastronomiques le font très bien, quand vous entendez un chef de rang vous raconter une histoire par rapport au produit, vous faire la déclinaison du plat, bah, il vous fait voyager, comme un steward vous fait voyager dans un avion. Et c'est vrai que cette notion-là, on l'a un petit peu perdue. Et cette notion commerciale, on l'a un peu perdue. Et ça a été réduit au porteur d'assiette, comme vous le disiez tout à l'heure, ce qui est dommage, parce que le serveur, enfin, c'est un commercial, c'est un vendeur de destination. Enfin, pour avoir commencé à travailler en saison, systématiquement, vous aviez des touristes. Bah, le touriste, il vous pose des questions sur votre région. Et donc, vous allez lui vendre, entre guillemets, lui dire ah, il faut absolument que vous alliez là. Et tout ça participe au bon moment que va passer votre client. Et le client, il se souviendra de vous bah, par rapport à la cuisine et par rapport au conseil. Il dit, ah oui, bah, en fait, c'était la serveuse de tel établissement qui m'a dit de venir. Ah bah, elle avait raison, parce que vraiment, c'était sympa. Alors, voilà. Et tout ça, on l'a certainement un peu galvaudé et puis réduit à cette notion de porteur d'assiette. Donc, vous avez raison, la revalorisation des métiers, parce que c'est la terminologie, mais c'est aussi toute la dimension qu'on donne au métier. Est-ce que vous pensez que notre métier continue à faire rêver? Est-ce qu'on va continuer à faire rêver la jeune génération? Est-ce que c'est vrai, il y a eu un fossé, il y a eu cette fracture qui s'est accentuée lors de ces 2 dernières années. Euh, Est-ce que vous pensez que... Je me dis, bon, ceux qui sont partis, il y a différentes raisons pour lesquelles on quitte le secteur. Voilà. Donc il y a ceux qui ne reviendront pas et il y a ceux qui vont revenir parce qu'ils auront des raisons de revenir. Et puis il y a cette jeune génération qui arrive. Euh, comment on la fait rêver? Comment on lui donne envie de venir, de rejoindre ce secteur? Alors, pour moi, on fait toujours rêver. Sincèrement, on fait toujours rêver. Vous avez toujours des enfants qui ont envie d'être cuisiniers, qui aiment être dans leur cuisine avec leurs parents, de cette notion de partage, qui sont dans un restaurant et qui disent, ah, moi, j'aimerais bien être serveur aussi. Enfin, je pense sincèrement que nos métiers font rêver. Maintenant, la difficulté, c'est que ce rêve ne soit pas brisé par une première mauvaise expérience ou par une inadéquation entre le rêve et la réalité quelque part. Et la difficulté ou les difficultés dans nos métiers, parce que le métier idéal n'existe pas sans contrainte, enfin, il n'y en a pas. Donc ça, il faut être au clair. Maintenant, euh, il faut peut-être quand même réduire que notre métier ne soit pas que de vue comme des contraintes. Un peu ça. Que ça soit un peu que la balance, il y ait une meilleure balance entre les deux. Mais sincèrement, moi, je pense vraiment que nos métiers font encore rêver. Ça, j'en suis mais convaincue. Il y a le juste milieu, c'est le deuxième passage, la première expérience qui ne doit pas tout gâcher. Quoi. D'accord. Et donc, du coup, on revient un peu sur cette formation et comment accompagner les jeunes pour que cette première expérience soit bien vécue, que l'apprentissage se passe bien déjà dans un premier temps, puisqu'on sait qu'il y a une grande déperdition de jeunes à ce moment-là, qui vont quitter le métier, qui ne vont pas poursuivre, ou même quand ils ont leur diplôme, ils vont partir vers d'autres secteurs. Donc, il y a un travail de fond à faire à ce niveau-là. Oui, oui, complètement. Et c'est vrai que euh, souvent nos professionnels et les professionnels étaient d'abord des très bons
opérants, des très bons cuisiniers, des très bons... Mais ils n'ont pas toujours eu la connaissance et pour accompagner, pour manager en fait. Hein. Dans une entreprise, en général, quand une personne prend un rôle de manager, elle est accompagnée, elle est formée. Dans les TPE, PME, le manager, le chef d'entreprise s'improvise manager. Donc après, avec ses connaissances, avec son feeling, comme il peut, enfin quelque part comme il peut, avec les armes qu'il a. Et vraiment, alors il y a plein de choses qui sont faites hein, sur le tutorat, sur l'accompagnement, mais je pense que oui, ce travail d'accompagner le chef d'entreprise pour qu'il soit un bon ambassadeur, et il y en a plein, et qu'il soit un bon ambassadeur et qu'il comprenne. On dit toujours, hein, quand vous intégrez quelqu'un, quel que soit le poste, il faut accepter de perdre du temps pour en gagner après. Mais cette notion d'accepter de perdre du temps, parfois on ne l'a pas. On voudrait que notre apprenti, quand il rentre dans la cuisine, qu'il soit déjà formé et qu'il devienne un commis de cuisine. Ce n'est pas un commis de cuisine, c'est un apprenti. Donc, qui dit apprenti, dit accompagnement, dit temps, dit formation, et puis dit jeunesse, donc avec aussi parfois un petit décalage entre, oui, des fois le matin, il n'est peut-être pas très très bien réveillé parce que ça reste un jeune. Donc, et la tolérance que l'on peut aussi, faut se rappeler sa jeunesse qu'on a eue, quoi, Bien sûr, quelque part. bien sûr. Et quand, quand on est adhérent chez vous, combien ça coûte d'utiliser vos services et comment ça se passe? Est-ce qu'on signe un contrat à l'année? Comment ça se passe concrètement? Concrètement, alors c'est une adhésion qui est annuelle, qui vaut pour le premier jour de l'année jusqu'au dernier jour de l'année, quel que soit en fait votre temps d'adhésion. Et ensuite, le coût de l'adhésion est en fonction du nombre de salariés que vous avez dans votre entreprise. Disons que pour nous, l'adhésion ne doit pas être un frein. Donc clairement, elle est pour une entreprise de moins de 10 salariés, ça va de 100 euros hors taxe. Et puis, ça va jusqu'à 500 euros pour une entreprise de plus de 50 salariés, pour vous donner l'ordre d'idée. Et après, en fait, on facture, là, on a copié l'intérim, enfin, on est sur le même modèle, où on va prendre le temps de travail qu'on va multiplier par le taux horaire et un coefficient multiplicateur. Avec dans l'idée que le coût, plus l'entreprise s'engage avec le groupement, plus ce coefficient sera moindre. Donc pour vraiment valoriser, si on est sur un CDI temps partagé, l'entreprise s'engage en disant moi tous les lundis, et ça peut être ça par exemple tous les samedis, je sais que j'ai besoin normalement d'un extra, là je vous demande quelqu'un tous les samedis et je voudrais que ça soit la même personne. Pour nous, en tout cas pour moi, c'est un début de CDI temps partagé, mais on va trouver d'autres entreprises. Là c'est un engagement de l'entreprise qui s'engage sur de long terme, donc elle aura le coefficient le plus bas que l'on peut proposer. D'accord, très bien, très bien. C'est très intéressant de découvrir en tout cas ce service pour l'hôtellerie et la restauration. Est-ce que vous avez un conseil à donner à un créateur aujourd'hui qui se lancerait dans le secteur? Moi, je lui dis, pour moi, le conseil, c'est surtout ne pas rester seul, d'accepter, d'être accompagné, d'avoir des regards extérieurs. C'est pas des choses qui sont coutumières quand on est une TPE, PME. Souvent, on a un peu tendance à être le nez dans le guidon et puis à faire et à essayer de se débrouiller seul. Et sincèrement, d'avoir des regards extérieurs, ça nous permet de se poser des questions, d'être aiguillés. Il y a toujours de bons relais, les syndicats sont de bons relais pour trouver ces aides et ces astuces, être avec d'autres pairs, partager. Je pense que vraiment, c'est important parce que souvent, on est confronté à des difficultés que d'autres professionnels ont déjà eues. Donc, si on peut éviter de reproduire les mêmes erreurs, ce serait pas mal. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet échange très riche et puis très instructif sur les solutions que vous apportez qui ne sont pas forcément connues du secteur.
Merci beaucoup voilà, de cet échange et si vous avez aimé et apprécié cette interview, n'hésitez pas à la liker et je vous dis à très vite pour une nouvelle interview. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, Marie.